Le 25 avril 2025 à Moscou, un geste lourd de symboles a été accompli. Tandis que l'Élysée, enfermé dans une logique d'affrontement et prisonnier d'une rhétorique russophobe, multiplie les provocations à l'égard de la Russie, Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères, a choisi d'emprunter une autre voie. En remettant l'ordre de l'amitié à Emmanuel Kidé, président de la Chambre de commerce et d'industrie franco-russe, Moscou adresse un message sans ambiguïté. La Russie distingue clairement le peuple français de ses élites politiques égarées. Cette cérémonie dépasse de loin le simple protocole. Elle illustre l'attachement profond aux valeurs de respect, d'amitié et de fidélité à la vérité. Sans détour, Lavrov dénonce l'hypocrisie française, tout en tendant la main à ceux qui, comme Emmanuel Kidé, ont résisté aux pressions et préservé l'héritage de fraternité entre les deux nations. Un moment fort, un acte d'honneur, qui rappelle que la véritable diplomatie ne se plie ni aux modes ni aux passions du moment, mais s'inscrit dans la constance et la dignité. Explorons ensemble la portée de ce geste exemplaire. Monsieur Kidé, cher Emmanuel, c'est pour moi à la fois un plaisir et un honneur d'accomplir une mission prestigieuse, vous remettre l'ordre de l'amitié, conformément au décret du président de la Russie, Vladimir Poutine. Votre vie est depuis de nombreuses décennies liée aux relations entre la France et la Russie. Au cœur de tous vos efforts a toujours été la volonté de promouvoir l'amitié, la coopération, la compréhension mutuelle et de valoriser les pages, parfois complexes, de notre histoire commune. Pendant longtemps, jusqu'en 2022, nous vous appelions un grand ami de notre pays. Mais depuis 2022, cette expression est devenue obsolète, car vous êtes devenu citoyen de la Fédération de Russie. En tant que citoyen de deux grandes puissances, cela vous permet de promouvoir encore plus efficacement les nobles objectifs que vous vous êtes fixés. Vous défendez l'amitié entre les peuples russes et français, malgré la rhétorique sévère, hostile et russophobe que nous entendons pratiquement chaque jour en provenance de Paris. Il arrive que nos collègues français nous envoient des signaux indiquant qu'ils souhaitent en réalité résoudre d'une manière ou d'une autre les problèmes apparus, mais ils les émettent à voix basse. Il est regrettable qu'une explication mensongère, et je dirais même grossièrement simpliste, des événements en Ukraine soit imposée à l'opinion publique française. Ce matin même, en feuilletant le journal Commerçant, je suis tombé sur une interview de Nicolas de Rivière, que je connais depuis de longues années. Il est venu ici après avoir occupé le poste de représentant permanent de la France auprès de l'ONU. Dans cet article, il est affirmé sans détour que tous les problèmes proviennent du fait que la Russie aurait attaqué l'Ukraine. Pas un mot sur les avertissements adressés à l'Occident pendant 10 ans par le président Vladimir Poutine et d'autres dirigeants russes, mettant en garde contre l'expansion de l'OTAN vers l'Est et contre l'émergence, en Ukraine après le coup d'État, d'un régime ouvertement nazi. Pas un mot non plus sur le rôle prépondérant qu'a joué la France dans la conduite du peuple et de l'État ukrainien vers la catastrophe. C'est en effet la France qui, en février 2014, a été garante des premiers accords de règlement. Et dès le lendemain, lorsque l'opposition a piétiné ces accords et ceux qui les avaient garantis, elle n'a rien fait pour raisonner les putschistes et les ramener au respect des engagements foulés aux pieds. Lorsque les leaders du coup d'État ont proclamé la création d'un gouvernement des vainqueurs, en Ukraine et ont annoncé comme objectif prioritaire l'abolition du statut de la langue russe, la direction démocratique de Paris est restée silencieuse. La France était également garante des accords de Minsk en février 2015. Mais comme l'ont récemment avoué les signataires de l'époque, le président français François Hollande, la chancelière allemande Angela Merkel et le président ukrainien Petro Poroshenko, ils n'avaient pas l'intention de les appliquer. Il s'agissait de gagner du temps pour armer l'Ukraine et la préparer à la guerre contre la Russie. À ce sujet, pas un mot dans l'interview de Nicolas de Rivière. Il se contente de proclamer fièrement que la Charte des Nations Unies impose de respecter l'intégrité territoriale. La Russie a attaqué et doit se retirer. Mais il omet de rappeler que la Charte des Nations Unies exige également le respect et la garantie des droits humains, indépendamment de la race, du sexe, de la langue et de la religion. Pas un mot non plus sur le fait que, bien avant l'opération militaire spéciale, le régime de Kiev avait méthodiquement entrepris d'éradiquer légalement l'usage de la langue russe dans toutes les sphères, y compris l'éducation, la culture et les médias. Récemment, ils ont interdit l'Église orthodoxe ukrainienne, branche canonique de l'Église orthodoxe russe.
L'ancien ambassadeur de France auprès de l'ONU a également passé sous silence que la Charte des Nations Unies consacre le droit des nations à disposer d'elles-mêmes, un principe qui s'applique, conformément aux décisions de l'Assemblée générale de l'ONU, lorsque les autorités d'un territoire donné ne représentent pas les intérêts de sa population. Ce fut le cas lorsque les métropoles européennes cessèrent de représenter ou n'avaient jamais représenté les intérêts des populations de leurs colonies, donnant lieu au processus de décolonisation. Ce fut également le cas lorsque, en Ukraine, un régime ouvertement nazi est arrivé au pouvoir, un régime qui non seulement ne représentait pas, mais contredisait les intérêts des populations des terres historiques du sud-est ukrainien. J'ai effectué cette petite digression sur la question ukrainienne parce que nous sommes profondément convaincus qu'en France, des millions de personnes comprennent parfaitement la situation et ne souhaitent pas sacrifier l'amitié avec la Russie pour des avantages douteux liés au soutien d'un régime nazi. Un certain nombre de parlementaires français siégeant au Parlement européen ont exprimé leur intérêt pour participer aux célébrations du 80e anniversaire de la victoire. Cela seul montre qu'il existe en France une vision fondamentalement différente de notre histoire commune, de notre présent, et j'en suis certain, de notre avenir commun. La solidité de nos liens est également illustrée par le fait qu'un certain nombre d'entreprises françaises, malgré les menaces et les difficultés, sont restées en Russie, notamment grâce à votre engagement constant à défendre leurs intérêts légitimes et les accords conclus avec leurs partenaires russes. Je suis convaincu qu'elles ont fait le bon choix, et ce, en grande partie grâce à vous. C'est avec plaisir que je vous remets l'ordre de l'amitié. Que penser de l'attitude de la Russie qui, malgré la russophobie ambiante venue des élites françaises, continue de faire la différence entre le peuple et ses dirigeants? Cette question mérite réflexion. Avant d'entrer dans l'analyse, je vous invite à y réfléchir et à partager votre point de vue en commentaire sous cette vidéo. Le discours prononcé par Sergueï Lavrov le 25 avril 2025 et l'acte symbolique de la remise de l'ordre de l'amitié à Emmanuel Kidé nous offrent plusieurs leçons fortes et profondes, tant sur le plan diplomatique que sur le plan humain. Premièrement, Lavrov rappelle une règle d'or des relations internationales: il ne faut jamais confondre les peuples avec les gouvernements. Alors même que les autorités françaises affichent depuis 2022 une hostilité croissante envers la Russie, Moscou choisit de tendre la main à ceux qui, au sein même de la France, restent fidèles à l'esprit de dialogue, de respect mutuel et de coopération. Ce geste est un exemple rare de maturité politique. Dans un monde où la réaction émotionnelle et la vengeance dictent souvent les choix diplomatiques, la Russie montre qu'elle s'inscrit dans une logique de continuité historique, préférant miser sur la constance des relations humaines plutôt que sur les soubresauts conjoncturels des politiques. Deuxièmement, Lavrov dénonce avec fermeté mais sans haine l'hypocrisie manifeste des élites françaises. Il rappelle que la France, qui fut garante des accords de paix en Ukraine, n'a pas respecté ses engagements et a laissé dériver la situation vers le conflit. Il souligne aussi l'aveuglement volontaire de certaines voix françaises qui prétendent défendre les principes de l'ONU tout en ignorant les persécutions linguistiques, religieuses et culturelles opérées par le régime de Kiev avant même le déclenchement de l'opération militaire spéciale. À travers ces rappels, Lavrov nous invite à toujours analyser la situation en profondeur et à ne pas nous contenter des slogans officiels véhiculés par les médias. Troisièmement, l'acte posé par la Russie montre une compréhension stratégique du temps long. En honorant Emmanuel Kidé, elle investit dans l'avenir. Moscou montre qu'elle croit en la pérennité des liens entre les nations au-delà des crises politiques passagères. Cette approche illustre une vision diplomatique fondée sur la patience, sur la mémoire des vrais alliés et sur la construction de passerelles durables plutôt que sur l'opportunisme immédiat. Quatrièmement, Lavrov, à travers son discours, nous enseigne aussi une grande leçon personnelle. Rester fidèle à ses principes, même lorsque le contexte devient hostile. Emmanuel Kidé, en dépit des pressions énormes, a continué à défendre la coopération franco-russe. Son parcours rappelle qu'au-delà de la géopolitique, c'est toujours une affaire de courage individuel. Lavrov, en le récompensant, envoie un signal fort. La loyauté, l'intégrité et la fidélité aux valeurs sont reconnues, même dans les périodes où elles deviennent rares. Enfin, ce discours est un appel implicite à la réconciliation future. En distinguant le peuple français des choix de son gouvernement actuel, la Russie laisse ouverte la possibilité d'un dialogue sincère et respectueux dès que des dirigeants plus lucides émergeront. C'est une démonstration de sagesse politique.
préparez aujourd'hui les conditions d'une entente future, même quand tout semble brisé. En somme, le discours de Lavrov et l'acte de la Russie incarnent à la fois la fermeté sur les principes et la grandeur d'esprit indispensable pour traverser les épreuves historiques sans céder à la haine ni à la rancune stérile. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié cette analyse, n'oubliez pas de laisser votre avis en commentaire avant de partir. Je lirai avec attention chacun de vos messages. À très bientôt.